Et voilà cette sorte de déclaration de combat. Vous étiez le plus réactif, Michel Yakovlev. Pourquoi ? C'est une clownerie totale, c'est un tissu de mensonges qu'on va démonter tranquillement pendant la soirée, mais voilà, c'est du spectacle, il faut reconnaître Trump qui sait faire le spectacle. Alors c'est du spectacle qui peut coûter très cher, on va voir les enjeux colossaux pour la France, pour l'Europe, pour le monde, ces 15 salauds, comme il dit, les 15 salopards, ces régions du monde à qui il veut soutirer beaucoup plus d'argent, avec des conséquences très importantes en effet boomerang. Pourquoi est-il, Elvire Fabry, à ce point attaché à ce projet ? Il est en train de renverser la table, c'est-à-dire qu'il est en train de redéfinir complètement la relation des États-Unis au reste du monde. Et ce que l'on voit là, à travers l'application de ces droits de douane, ce mur de droits de douane qu'il est supposé nous annoncer aujourd'hui, jour de la libération, ça n'est pas. Il faut faire attention, c'est que ça n'est pas simplement un revirement protectionniste des États-Unis qui se retirait de la mondialisation, parce qu'il se sert de ces droits de douane comme une menace, comme un levier, et aussi pour obtenir plus d'accès au marché des pays tiers. Donc c'est d'abord un rapport de coercition pour changer complètement les rapports des États-Unis avec le reste du monde. Alain Madelin, est-ce que c'est un cap ? Les journalistes usent et abusent du mot historique, mais jamais depuis la Seconde Guerre mondiale on avait vu quelque chose comme ça. Une déclaration de guerre commerciale, fût-elle commerciale, c'est quand même un événement intéressant. On a vu là dans le clip des gens qui étaient sans doute très bien, qui venaient faire allégeance à Trump ou qui ont été séduits par Trump, pourquoi pas. Mais là, ce soir, c'est autre chose. C'est une déclaration de guerre. Moi, j'aime pas les déclarations de guerre commerciales. Le commerce, en principe, le doux commerce, c'est fait pour favoriser les échanges. Les déclarations de guerre, c'est pas bien. C'est pas seulement une histoire de droit de douane, on y reviendra sûrement tout à l'heure, dont Donald Trump n'a toujours pas compris le mode d'emploi, ou plus exactement si. Il a compris que c'était un pistolet avec lequel on pouvait tenter de braquer les gens. Alors on va expliquer tout ça, j'espère. Braquer, est-ce que c'est un racket ? C'est une tentative de racket ? Écoutez, quand vous avez vu ce qui s'est passé sur Zelensky, tu me dois 130 milliards, disons 300. Et puis j'arrondis à 500, et je te saisis tes terres en garantie. Enfin, ça s'appelle quand même du racket, non ? Oui, c'est le réalisme transactionnel poussé à sa limite. Mais ce qui est intéressant avec Donald Trump et les droits de douane, c'est qu'il exhibite une constance qui est totale sur ce sujet. En 1989, il disait que c'était son mot favori dans le dictionnaire, les tarifs. Et là où on l'a vu faire un revirement sur l'avortement et le 6e amendement de la Constitution de Floride, où il a fait un petit aller-retour, là où on l'a vu sur les droits des armes à feu, faire quelques allers-retours. Vraiment, les tarifs, les droits de douane, c'est son pôle Nord, il n'a jamais lâché ça. Et sur ce sujet, je pense que les Français et les Européens ont de quoi s'inquiéter, effectivement. Amy Porter, vous qui êtes opposante, on a beaucoup dit les opposants sont un peu trop silencieux, pas vous. Enfin, là, on a l'impression qu'évidemment, ils n'ont pas de marge de manœuvre pour l'instant. Nous ne sommes pas du tout silencieux, nous ne sommes pas du tout inaudibles, mais les médias n'ont Dieu que pour Donald. Donc, beaucoup de ce qui se passe aux États-Unis, qui est fait par l'opposition, n'est pas mis devant la scène. Le Wall Street Journal, qui n'est pas franchement un journal de gauche, a dit que cette guerre commerciale était la plus stupide de l'histoire. La croissance est en chute libre. Les prévisions sont passées de plus 2,5% à moins 3%. Les 3 indices boursiers sont au plus bas depuis 4 ans. Ils ont perdu entre 10 et 20% de leur valeur. Je pense qu'aujourd'hui, on est à moins 300, moins 400 pour la plupart. Le pouvoir d'achat, les droits de douane vont rajouter minimum $1 000 par an par famille, si ce n'est plus. Et il n'a toujours pas compris ce que c'est, les droits de douane. Quand il était devant un parterre d'économistes à Washington, qui lui a essayé de lui expliquer, il leur a expliqué à eux, les 100 meilleurs économistes américains, qu'ils avaient tous tort et que lui, il avait raison. Donc, bon. À quoi s'attendre ? On va voir dans quelques instants l'estimation que Trump fait. Il a fait faire par la Maison-Blanche une estimation exorbitante de ce qu'il peut gagner. On verra que ce qu'il gagne, peut-être ce qu'il perd en réalité. Mais d'abord, rappelons cette déclaration, celle qui avait le plus marqué quand il dit en quelque sorte que l'Europe est son adversaire et que l'Europe veut arnaquer depuis toujours, dit-il, les Américains. L'Union européenne a été créée pour entuber les États-Unis. Écoutez, soyons honnêtes, l'Union européenne a été conçue pour entuber les États-Unis. C'est son but. Et ils ont fait du bon travail. Mais maintenant, je suis président. À quoi s'attendre après ça ? Il faut de la même façon relire les échanges qui ont été publiés
sur Signal entre Exet, secrétaire à la Défense, et Vance, le vice-président, avec une obsession anti-européenne quand Exet dit « Je partage complètement votre aversion pour le comportement profiteur des Européens ». C'est pathétique. Ils en veulent aux Européens à mort. Ouais, ils sont complètement à côté de la plaque. Déjà, le taux de croissance des États-Unis depuis 20 ans, c'est 2 ou 3% de plus que l'Europe. Donc, ils sont pas des victimes du système, les Américains. Ensuite, le déficit commercial, les voitures, il est à l'avantage de l'Europe, mais quand on y rajoute les services, Amazon et autres, ça bascule dans l'autre sens. Donc, en réalité, les relations sont à peu près équilibrées, si on compte tout. Donc, bon, et puis, comme je le dis régulièrement, depuis 25 ans, ils nous arnaquent, les Américains, tout régime confondu, avec le droit extraterritorial. Et expliquez bien ça, parce que vous avez l'air de dire qu'il y a une forme de poule aux œufs d'or que Donald Trump lui-même risque de tuer. Bah oui. Oui, d'ailleurs, ça sera expliqué par plus compétent que moi, mais clairement, à l'heure actuelle, et depuis très longtemps, nos relations économiques sont équilibrées. Nous sommes le premier marché des États-Unis, et dans les deux sens. Et dans votre propre domaine militaire, dans les contrats militaires en particulier. Ah oui, mais je ne pensais pas à ça, parce que ça, c'est une part conséquente alors là, pour le compte du déficit européen massif. Mais ils nous vendent pas assez de F-35 pour compenser toutes les Mercedes. C'est pas faux. Écoutons ou lisons plus exactement ce qu'est l'estimation. Et là, on entre vraiment dans le vif du sujet. La Maison-Blanche, le conseiller au commerce et à l'industrie de Donald Trump, Peter Navarro, a fait cette espèce d'estimation. Les droits de douane vont rapporter 6 600 milliards de dollars par an, soit environ 6 000 milliards de dollars sur une période de 10 ans. Que dit Alain Madelin de cette estimation ? D'abord, je souris parce que c'est vraiment une vérité alternative, là. On y est en plein. Post-vérité. Non, il faut être sérieux. Ce qui est intéressant dans ce que vous disiez avant sur la haine de l'Europe, c'est qu'en réalité, c'est pas tout à fait ça. En l'occurrence, c'est une paranoïa dans laquelle ils se sont enfermés. Nous sommes victimes du monde entier. Le monde entier vit à nos crochets. C'est fini. Alors, c'est fini comment ? D'abord, on va mettre des droits de douane. On va utiliser des droits de douane au passage pour braquer quelques personnes, mais on va d'abord faire des droits de douane avec cette conviction totalement absurde, inepte économiquement. Si je mets un droit de douane, dit Donald Trump, sur les pays étrangers vont nous payer X milliers de milliards. C'est faux. C'est pas le produit qui paie un droit de douane, c'est le consommateur américain qui va payer le droit de douane. Il faut le répéter à Donald Trump, il ne comprend pas cette évidence économique. Donc, en quelque sorte, c'est quelque chose qui va pénaliser, il faut le dire, le répéter, le consommateur américain. Ce qu'il espère gagner, ça n'existe pas, c'est une chimère. Ouais, c'est intéressant que vous mettiez une phrase de Monsieur Navarro, parce que c'est sûrement le plus convaincu à cette doctrine de son staff. Monsieur Lutnick, par exemple, le secrétaire au commerce, considère que les droits de douane sont très utiles comme outil de négociation, mais n'est peut-être pas aussi religieux que Navarro, qui nous expliquait que le libre-échange était une forme de marxisme. Enfin, on est là dans une réalité alternative d'une violence inouïe. Et sur la haine des Européens, c'est très intéressant, parce que vous avez raison, effectivement, il y a cette volonté, ce sentiment d'injustice, mais il y a aussi du mépris. Et je l'entends chez beaucoup de mes amis et beaucoup d'hommes politiques de droite américains que je connais, il y a un mépris de notre prétendue faiblesse. Et surtout sur la question migratoire. Moi, je ne peux pas vous dire le nombre de dîners que j'ai eu avec des représentants du Parti républicain qui m'expliquaient que notre submersion migratoire n'était autre que le témoignage de notre faiblesse. Ils nous méprisent, en fait. L'administration Trump, c'est pas tant qu'ils sentent qu'ils sont nos victimes, mais c'est vraiment du mépris. Ils nous regardent bramballants, faibles, submergés, selon eux, et ils disent « mais c'est pas du tout des partenaires sérieux ». On va voir. Je pense que c'est important de rappeler d'abord que dans les échanges transatlantiques, une grande partie de ces échanges, ce sont des échanges intra-entreprises. C'est-à-dire que ce sont les entreprises européennes installées aux États-Unis ou américaines installées en Europe qui elles-mêmes importent des composants. Donc d'abord, ils tirent une balle dans le pied des entreprises américaines elles-mêmes.
Là, ce qu'il est en train de laisser présager comme droit de douane, c'est suffisamment élevé pour qu'en effet les entreprises exportatrices ne puissent pas absorber ce coût. Donc c'est répercuté en effet sur le consommateur américain. Mais ce qu'il faut voir, c'est qu'à travers ces droits de douane, ce que cherche à obtenir Donald Trump, c'est à monétiser l'accès au marché américain, comme il entend monétiser les garanties de sécurité qu'apporte l'armée américaine. Donc la critique qu'il fait des Européens, c'est moins une question de valeur en tant que telle, c'est qu'il entend monétiser la garantie de sécurité qu'il nous apporte, comme il entend le faire vis-à-vis du Japon, des Philippines, de Taïwan. Et c'est ce qui aujourd'hui crée ce haut-le-cœur à travers le monde et cette inquiétude, parce que les États-Unis se présentent comme un partenaire qui n'est plus fiable. Comment comprendre cette approche presque comptable? On voit à quel point il veut simplement engranger du trésor, de l'argent dans les caisses publiques, au détriment évidemment du fait du consommateur, qui lui va payer toujours plus des prix. Alain Madelin, l'inflation, c'est le monstre qui est là devant les Américains. Peut-être pas forcément. Mais non, parce que c'est une autre question. L'inflation, c'est si la masse monétaire augmente. Si elle n'augmente pas, c'est un impôt. Le prix qui augmente, ce sera un impôt. Un impôt sur le consommateur américain, ni plus ni moins. Et bien évidemment, il a été chiffré par quelques instituts, pour l'instant on imagine ça au moins à 1 000 milliards. Mais si la facture augmente, ça va bien évidemment aller beaucoup plus loin. Non, le problème, c'est qu'il y a vraiment au fond cette paranoïa. Le monde entier vit à nos crochets. Et la France, elle nous en papaoute. Depuis sa création, l'Union européenne a été faite pour ça. Franchement, c'est un vrai problème. Et on va le retrouver ensuite parce que vous parlez des droits de douane. Mais en réalité, dans cette vision paranoïaque, une fois encore, c'est une fusée à 2 étages. Premier étage, il y a les droits de douane. Deuxième étage, c'est son conseiller, M. Stéphane Mirand. Le monde commence à s'inquiéter parce qu'il y a une cohérence entre les deux dans cette folie. Il y a une cohérence qui consiste à dire, la deuxième signe, la preuve que nous avons que le monde entier nous vole, c'est que les caisses des banques centrales sont bourrées de bons du Trésor américains. Alors il va falloir leur faire rendre gorge. Et ensuite toute une vision qui se termine par de prétendus accords de Mar-a-Lago, comme par hasard, où le monde entier viendrait, les chefs d'État viendraient, les banques centrales viendraient, se soumettraient et recevraient en échange des bons du Trésor à 100 ans sans intérêt. Voilà. Donc vous voyez, s'il y a la destruction du commerce mondial, mais derrière, je crains qu'il y ait la destruction de la monnaie mondiale. Soyons vraiment très explicatifs. Le scénario qui va s'écrire, là, dans les minutes qui viennent, dans quelques instants, Donald Trump va s'exprimer. On suivra ça ici en direct. Il va annoncer un certain nombre de pourcentages de droits de douane. On va voir d'ailleurs comment il peut distinguer les pays, les régions, les produits, etc. Là, on entre vraiment dans le cœur du sujet. Mais quel est le scénario probable? Ça va créer évidemment une hausse des prix aux États-Unis. Qu'est-ce qui va se passer ensuite, très logiquement? Ce qu'il entend engager avec les pays qu'il va cibler, on va voir s'il y a un droit de douane dit universel relativement bas et puis des droits plus spécifiques qui cibleraient les pays avec lesquels il y a un déficit commercial le plus important, les fameux 15... Salaud, vous voulez dire salaud, salopard, voilà. Chacun traduit comme il veut. Les sales 15. Comment vous traduisez? Comment traduisent les sales 15? Les sales 15, les sales 15. Allez, disons les sales 15. Les sales 15, est-ce qu'il va les appliquer tout de suite ou donner un délai? L'objectif, c'est de toute façon d'engager cette négociation, de les engager à faire des concessions. Alors, ça va être intéressant de prêter attention à l'argumentaire, à ce qui est présenté comme objectif. Avec les Européens, on le sait, c'est pas tellement un différentiel de droits de douane, c'est les réglementations européennes. Donc, c'est tout ce qu'ils considèrent comme étant des barrières non tarifaires, qui sont des obstacles aux intérêts des entreprises américaines. Et là, il est en train de toucher le nerf, je dirais, de l'Union européenne, de notre capacité de faire des choix collectifs, de décider pour nous ce que nous voulons faire, comment réguler les réseaux sociaux, les entreprises du digital, avoir des objectifs en matière de standards environnementaux. Quand on entre dans le détail, regardons les produits qui peuvent être touchés, notamment pour la France, c'est-à-dire quels sont les effets sur la France. On entendait à l'instant Louis Alliot qui parlait du vin français, mais il n'y a pas que le vin. Les avions, les produits aéronautiques, les médicaments, les vins, champagne, spiritueux, les produits de luxe. En quoi on peut s'attendre ici à des effets très immédiats?
Oui, mais les effets risquent effectivement d'être catastrophiques parce que Donald Trump profite d'une seule chose, c'est la désunion européenne. Et c'est sur le fait que si nous étions parfaitement unis dans notre processus décisionnaire, il y aurait peut-être des droits de douane de rétorsion, notamment sur les services numériques, qui seraient possibles. Mais le fait est que, comme on l'a vu pendant le premier mandat, les pays européens vont sûrement se diviser et aller chacun individuellement chercher des conditions plus favorables auprès de la Maison-Blanche. Attendez, arrêtons de s'en là-dessus. Est-ce que vous partagez ce point de vue, c'est-à-dire le risque pour l'Europe, c'est de partir au combat divisé? Alors, il y a eu une déclaration, on va dire, un peu intempestive de notre Premier ministre il y a quelques jours. C'est exactement le scénario qu'il faut éviter, où chacun défend sa filière. On est dans une situation de confrontation beaucoup plus frontale, et où il faut qu'on se retrouve comme au moment du Brexit, où c'est notre seule chance d'affrontement, c'est de jouer collectif. Madame, on voit la théorie. Regardez de quelle façon les Danois, par exemple, qui pourtant se font piétiner par les Américains dans l'affaire du Groenland, et on va y venir, il y a beaucoup de nouveautés, courent pour acheter des F-35. Ils ont même dit, on va acheter, ne vous inquiétez pas, ce sera le plus gros contrat historique d'achat militaire. Donc ils lèchent les pieds littéralement Donald Trump. Donc on est loin du front commun. Oui, non mais on n'y est pas. Mais ça n'est qu'à l'échelle du marché unique, et parce qu'on pèsera avec le poids du marché unique, et c'est là où on est des forces comparables, c'est un combat d'éléphants que l'on pourra se défendre, mais c'est pas en faisant des concessions unilatérales. On voit bien que la Commission européenne elle-même a parlé d'acheter plus de gaz liquéfié, d'armement militaire, mais on voit bien aussi que ça ne prend pas à Washington, et que les objectifs sont beaucoup plus offensifs que des transactions. Après, il faut être réaliste, et d'autres personnes sur ce plateau peuvent l'expliquer infiniment mieux que moi, mais il n'y a pas d'argument financier qui justifie une telle politique. Ça n'a pas de sens. Ça fait du mal aux États-Unis en premier. Alors pourquoi le fait-il? La stratégie est populiste. La stratégie, c'est l'argument. Les droits de douane, c'est l'argument populiste politique parfait. C'est comme fait pour le Trumpisme. C'est dire on va faire payer les étrangers et on va réduire le coût sur les Américains de base. C'est exactement d'une forme ou d'une autre ce qu'il répète à sa base électorale depuis le début. Le problème, c'est que, et c'est là où il y a peut-être une lueur d'espoir pour les Européens, c'est que la hausse des prix sur laquelle Donald Trump a fait campagne va assez directement être une réaction à ces droits de douane. Donc, c'est peut-être possible de tenir tête là-dessus. Parce que si les œufs, en termes de prix, explosent, si les matières premières ou le gaz explosent, il y a peut-être une façon de tenir tête dessus. C'est sûr que Donald Trump avait fait toute sa campagne sur le pouvoir d'achat, surtout sur les œufs. Il y a une grosse polémique sur les œufs qui ont quadruplé de prix depuis qu'il est là, parce que grippe aviaire et parce qu'il a viré tous les gens qui étaient des spécialistes de grippe aviaire, donc on ne sait pas maintenant comment s'y prendre. On lui a expliqué que les droits de douane qu'il propose vont rajouter 10 à 12 000 $ de plus au prix d'une voiture, par exemple, qui passerait de 50 000, ce qui était déjà très cher, à 64 000. Et il a dit, je m'en fous. Et c'est pas mon problème. Et il y aura un petit peu, ça sera difficile au début, mais long terme, tout le monde sera gagnant. Le problème, c'est que ce sont ces électeurs en premier qui sont affectés par toutes les décisions qu'il prend. Mais pardon, quel est ce calcul à long terme? Donald Trump est quand même pas idiot, il a été élu 2 fois, dans son registre, c'est un homme politique. Il faut arrêter de croire que Donald Trump est un grand stratège. En tout cas, il a eu des résultats. Il n'est pas un grand stratège, il s'intéresse à 2 choses. Non, il s'intéresse à l'argent et à son propre enrichissement. Et ce qu'il aime plus que tout, c'est choisir les gagnants et les Quoi qu'il en soit, est-ce que vous imaginez... il est en train de créer une situation où tout le monde va courir le voir pour dire faites-moi une exception aux droits de douane, et là il va pouvoir jouer son pouvoir. C'est complètement à l'encontre de nos intérêts, mais ça s'entend comme stratégie. Sur le long terme, vous avez raison de le souligner, c'est catastrophique parce que vous érodez la fondation de confiance entre nos alliés, mais fondamentalement, un pays comme les États-Unis, avec la puissance qu'est la leur, ça s'entend comme stratégie. Surtout quand on sait, par exemple, et l'ambassadeur Gérard Haro l'a moult fois souligné sur votre plateau, comment, par exemple, les Allemands se comportaient quand leurs intérêts automobiles étaient concernés. Ils faisaient, l'ambassadeur Haro disait, un rendez-vous à la Maison-Blanche, ils avaient un accord, et dès qu'ils sortaient, ils savaient que ses collègues allemands rentraient par la porte arrière de la Maison-Blanche pour négocier quelque chose dans l'intérêt exactement opposé. Quel est le risque à terme de récession générale? C'est-à-dire que l'immense économie américaine entraîne dans une chute les autres. Il est très grave.
Il est très très grave. Il y avait déjà une vague un peu dans le mauvais sens, avant que Trump n'arrive à la Maison-Blanche. Mais il l'a amplifié, indiscutablement. Et je vous disais que ce qui se passe, cette guerre commerciale, au fond, elle est payée par un impôt d'incertitude. Bien sûr. Sur l'ensemble des entreprises du monde entier. Comment je vais faire mon prochain business plan? Comment je vais tenir l'actuel? Le monde devient tellement incertain. Donc, par nature, c'est quelque chose qui entraîne un ralentissement et peut-être même la récession. Je parlais tout à l'heure des thèses de Stéphane Miram. C'est à savoir que la logique de tout ça, il y en a une, c'est que le dollar est trop fort. Et le dollar étant trop fort, ceci explique que nous ne réussissons pas à exporter autant qu'on ne le voudrait et que nous avons des difficultés avec nos entreprises du centre de l'Amérique. Oui, mais s'ils veulent monter des manœuvres pour affaiblir le dollar, ils vont en réalité percuter l'ensemble de l'économie monétaire mondiale. Et là, nous allons vers une vraie catastrophe. L'esprit de puissance américain, certains disent l'esprit de prédation. On va y venir dans un autre chapitre qui est celui du Groenland avec ce soir du développement. Là aussi, la Maison-Blanche sort sa calculette, vous avez raison, c'est toujours l'approche en quelque sorte comptable. Et elle a estimé à combien elle pourrait s'acheter le Groenland. Et ça provoque beaucoup de réactions ce soir. À tout de suite. Merci d'être avec nous. Pour celles et ceux qui nous rejoignent maintenant, les annonces imminentes, annonces d'une ampleur qui devrait être colossale de Donald Trump, des taxes douanières qu'il imposera au monde entier, une grande partie du monde, et en particulier à l'Europe et en particulier à la France, avec des conséquences incommensurables. On y reviendra avec nos invités. Tout s'achète peut-être, y compris le Groenland. Ce sont les déclarations et les estimations de la soirée. Et nous sommes toujours avec vous, Amy Porter, avec Louis Sarkozy, avec Alain Madelin, avec Elvire Fabry et avec le général Michel Yakovlev. La Maison-Blanche prépare des estimations sur ce que coûterait au gouvernement fédéral le contrôle du Groenland. Une option à l'étude consiste à proposer au Groenland un accord plus avantageux que celui des Danois, qui subventionne actuellement les services sur l'île à hauteur de 600 millions de dollars par an. Il tente également d'estimer les revenus que le Trésor américain pourrait tirer des ressources naturelles du Groenland. Voilà, la calculette est sortie. On a vu qu'ils pensent gagner 6 000 milliards de dollars avec les taxes et ils sont prêts à débourser ces centaines de millions de dollars pour acheter le Groenland. Que dites-vous de l'addition ou de la multiplication, Alain Madelin? Non, mais moi je me souviens de l'Amérique des valeurs. Maintenant, on calcule la valeur d'un pays. Enfin, je suis catastrophé. Est-ce que ça a une logique historique? Il y a des territoires qui ont été achetés dans l'histoire des États-Unis. Voilà. Est-ce que c'est présent à l'idée de la... Ça a été le cas pour Gaza. Souvenez-vous de la proposition qu'ils avaient faite pour Gaza. Et c'était un plan très sérieux qui avait été élaboré il y a des années par des gens dans la Silicon Valley et qui imaginaient de faire un État de Gaza, mais un État qui serait une entreprise et qui aurait son siège à l'ONU. On est quand même dans un autre univers, là. C'est très intéressant parce que Donald Trump lui-même a dit à maintes reprises qu'il n'était pas lecteur et que le seul livre qui était important de le lire, c'était le sien. Et on a aussi dit qu'il avait une pensée ahistorique, qui réfléchissait pas vraiment à l'histoire. Mais dans l'épisode du Groenland et dans l'épisode des tarifs, on sait maintenant que c'est faux. Et on sait qu'il aime par-dessus tout le président américain McKinley, qu'on appelle en Europe le Napoléon des tarifs, qui était connu pour deux choses: les acquisitions territoriales, soit par conquête, soit par achat, et les tarifs. La loi de tarifs passée par McKinley, effectivement, est la plus conséquente de l'histoire du XXe siècle, de la fin du XIXe siècle aux États-Unis. Et sous McKinley, ils acquièrent. Alors, il y a une occupation militaire de Cuba, il y a la conquête des Philippines et Guam. Donc, c'est assez clairement, Donald Trump ici essaye de réincarner son idole. Général. Oui, je pense que Trump. Il veut être un président historique. Alors bon, il l'est déjà, mais pas forcément pour les bonnes raisons. Mais là, donc, l'idée de le 51e État, l'accroissement, ça, c'est une marque pour un président. Donc, voilà. Moyennant quoi, il a regardé sur la carte, qu'est-ce qui est à côté, là, qu'est-ce qui est accessible, pas très défendu, qui peut me rendre service par ailleurs, qu'il a déjà au sens stratégique. En réalité, les Américains il y en a eu beaucoup plus avant que maintenant. S'ils veulent en mettre plus, ça ne posera aucun problème. Ils peuvent mettre 2 stations radar s'ils veulent. Donc, là, c'est indigne que derrière ça, ce soit un de leurs alliés les plus fidèles
le Danemark qui soit traité comme ça. C'est indigne et insupportable. Voilà. Le ton change, y compris des Européens. Écoutez Jean-Noël Barrot, le ministre des Affaires étrangères français, qui, pour la première fois peut-être, c'est l'Européen qui va le plus loin dans le ton. On ne peut pas admettre, l'Europe ne peut pas admettre que les Américains s'en prennent ainsi à leurs frontières. Les frontières de l'Europe ne sont pas négociables et l'intégrité territoriale des pays de l'OTAN ne l'est pas davantage. Et rien ne justifie les pressions exercées par les États-Unis sur le Danemark aujourd'hui. Elles sont injustifiables et elles sont injustifiées. Nous avons signé hier, avec mon homologue danois, un partenariat stratégique qui réaffirme notre attachement à l'intégrité territoriale et à la souveraineté du Danemark. Et grâce à cet accord, nous allons pouvoir renforcer notre relation, notamment dans le domaine de la défense. Jusqu'où peut aller Trump ? Jusqu'où peut aller Trump ? On voit à quel point, y compris les meilleurs spécialistes sur ce plateau, ont changé d'avis. Il y a quelques semaines, ils disaient qu'il n'utilisera pas la force. Et petit à petit, on se dit qu'à l'égard de l'Europe, tout est possible. Non. Le calcul de force, je pense, reste encore aujourd'hui assez lointain. Mais malheureusement, dans cet épisode du Danemark, il y a toute la logique de la désunion européenne. Parce que notre ministre des Relations extérieures, étrangères, a tout à fait raison dans ce qu'il dit. Mais si le Danemark lui-même cède sous pression maximale, par exemple, à cause de droits de douane targetés sur leur économie, encore une fois, on perd crédibilité. Encore une fois, la question de la désunion européenne est un problème. Et le deal des F-35 que vous soulignez tout à l'heure avec les Danois est emblématique de ça. On aurait cru qu'après telle provocation, les Danois se disent plus jamais. Mais ils viennent de dire on va signer un nouveau deal avec les F-35, les avions de chasse américains, et ça sera le plus grand qui n'a jamais existé. Le problème de l'Europe, c'est la réponse qui est désunie. Je pense qu'il faut pas sous-estimer Trump. Il nous a amusés, il nous choque. Il faut bien voir qu'il est très pragmatique et qu'il va aller jusqu'au bout. Et là, il faut essayer de comprendre ce qu'il y a derrière. Il est en train d'accumuler les assets stratégiques, de reprendre le contrôle de certaines voies maritimes. On sait bien que Groenland, c'est à la fois les réserves de minerais critiques, mais c'est aussi les questions de contrôle de l'Arctique. On se souvient du canal de Panama. Il a été évoqué pendant le Signal Gate que l'Union européenne bénéficiait des garanties de sécurité que les États-Unis apportaient pour l'accès au canal de Suez. Et ce qui est très surprenant dans cette affaire, c'est que pour le moment, il s'en est pris davantage aux alliés les plus proches, Canada, Mexique, Union européenne, et qu'il n'a pas beaucoup insisté sur la Chine. Donc, qu'est-ce qu'il attend véritablement de la Chine ? Dans quelle mesure est-ce qu'il veut continuer à engager ce qu'il avait fait d'abord sous son premier mandat, puis Biden, qui est une sorte de pushback, de réduire, contraindre la Chine à réduire sa puissance, ou est-ce qu'il est prêt à engager aussi une négociation avec la Chine, un accord avec la Chine ? C'est ça qu'il ne faut pas perdre de vue, parce que sa détermination, elle sera à l'aune, et la façon dont il va intervenir sur le Groenland, ce sera à l'aune de cet objectif final. Sont-ils en train de se partager le monde ? Écoutez la télévision russe, c'est fascinant, la télévision russe, tout à fait au diapason de Vladimir Poutine, dit c'est très bien ce qui est en train de se passer, de la même façon que nous avons pris la Crimée, les Américains vont prendre le Groenland et tout va bien comme ça. Écoutez-les. Ce serait incroyable qu'il y ait un référendum au Groenland qui aboutisse à une demande d'indépendance de la part du Groenland. Les habitants du Groenland soutiendront cette indépendance, puis il y en aura un autre qui aboutira à l'adhésion du Groenland aux États-Unis par référendum. Cela vous rappelle-t-il quelque chose ? La différence fondamentale entre le Groenland et la Crimée est que la Crimée s'est battue depuis 1991. C'est de cela que je parle, c'est ce que je dis. Ils ne se préoccupent que de la sécurité du peuple américain. Et nous parlons du peuple russe qui est pris en otage. Il vivait là-bas en tant qu'otage pendant de nombreuses années. Puis il y a eu un référendum et tout est rentré dans l'ordre. Général Yakovlev, qui aurait imaginé ça ? Qui aurait, il y a 3 mois, imaginé une scène pareille ? La télévision russe qui, en quelque sorte, vous avez vu le sourire éclatant de la personne vedette de la télévision russe en disant c'est très très bien, bravo. Pas moi, j'étais pas assez alcoolique à l'époque, je pense. Dans mes pires cauchemars, je voyais pas ça. Maintenant, on y est. Voilà. Mais encore une fois, s'il vous plaît, arrêtez de prendre Donald Trump pour un stratège. Cet homme n'a aucune idéologie, aucune. Bon, il y a des gens autour de lui qui lui disent certaines choses. Et il raconte toujours la dernière chose qu'il a entendue.
Elle n'a pas tout à fait. On voit bien au contraire qu'il y a une certaine logique très construite où il veut prendre le Groenland. Tout ça, ce sont des distractions. On a commencé l'émission par parler du show. Il parle du Panama, il parle du Canada, le 51e État, il parle de Gaza, il parle de ceci, de cela, de Groenland. Pendant ce temps, aux États-Unis, ils sont en train de piller le système de santé, ils sont en train de piller le système des pensions d'État. Ils viennent de virer tous les chercheurs qui travaillent sur la recherche sur les maladies, etc. Ils virent tous les gens qui s'occupent des vétérans. Tout ça, nous, on est en train de parler de ça, mais c'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est la raison pour laquelle les Américains sont dans la rue. Et c'est pas tous les jours que les Américains vont dans la rue pour protester. Samedi prochain, vous allez voir des protestations énormes dans les 50 États et même jusqu'à Paris. Non, au contraire, je pense qu'il y a une vraie stratégie, qu'on peut en être totalement hostile et même qu'elle est à l'encontre de nos intérêts et qu'elle est complètement amorale. Et c'est ça vraiment la nouveauté avec cette administration, c'est que la rhétorique n'y est plus du tout. Et même là où il y avait des comportements très néfastes avec des administrations précédentes, la rhétorique y était toujours. Et là, on rentre dans des rapports de force qui sont beaucoup plus assumés. Mais, pardonnez-moi pour encore une référence napoléonienne, mais c'est vraiment le congrès de Vienne, ce qu'on est en train de voir. Les petits, en fait, ne décident de rien. Et quand Donald Trump commence un dialogue avec une nation, avant tout, c'est quelle est sa puissance. Et avec les Chinois et les Russes, le comportement est totalement différent qu'avec les petites nations. Est-ce qu'on vit un moment pareil? Expliquez bien, 1815, le congrès de Vienne, après la chute de Napoléon, où les grandes puissances, les Anglais, les Russes, etc., se partagent le monde, l'Europe. On est à un siècle avant l'autodétermination des peuples, et donc l'idée c'est comment créer un système international où la force des grandes nations se stabilise, on empêche les guerres, mais on ne prête pas la moindre attention aux droits des peuples, à la moralité d'une question. Ça n'existe pas dans les calculs. Les grands décident et les petits souffrent ou subissent. Et c'est vraiment ça qui est en train de se passer. Ça s'appelle la loi du plus fort. Et toute notre civilisation, tout notre droit s'est construit pour éviter la loi du plus fort. Pour reconnaître qu'au bout du compte, le plus faible, avec tout de même des droits à opposer au pouvoir. Je dis, c'est la loi de la force, là. Mais c'est pas forcément la puissance. Moi, je respecte la puissance, mais là, on est dans la force, la violence, l'intimidation, enfin, des choses que je n'aime pas. Je parlais du commerce tout à l'heure. Le commerce, c'est, comme on dit, parfois l'art de faire de son ennemi un ami. Et c'est vrai que des gens qui, par ailleurs, ne s'aiment pas, sont d'idéologies différentes, font du commerce ensemble. Là, c'est le contraire. Là. C'est l'art de trahir ses alliés. Est-ce que c'est la fin de ce qu'on appelait le monde libre? C'est exactement là maintenant, je crois que c'était à peu près à la même heure, c'est 20 ans de la mort de Jean-Paul II, en 2005, 2 avril 2005. Jean-Paul II, Reagan et quelques autres, Thatcher et quelques autres, il y a eu ce moment où on disait le monde libre a gagné. On a cru que le monde libre avait gagné contre les dictatures. Aujourd'hui, est-ce qu'il y a encore un monde libre? Écoutez Trump qui, lui, le revendique encore. Il dit que je prenne le Groenland, que je sois puissant, à la fin, ça va profiter à la paix et au monde libre. Nous avons besoin du Groenland, très important pour la sécurité internationale. Nous devrons avoir le Groenland. Ce n'est pas une question de « pensez-vous que nous pouvons nous en passer ?» Nous pouvons. Si vous regardez le Groenland en ce moment, si vous regardez les voies navigables, vous avez des navires chinois et russes partout. Et nous ne serons pas en mesure de faire ça. Nous ne comptons pas sur le Danemark ou qui que ce soit d'autre pour s'occuper de cette situation. Et nous ne parlons pas de la paix pour les États-Unis. Nous parlons de la paix mondiale. Nous parlons de sécurité internationale. Et maintenant, vous voyez, vous avez des navires de guerre partout qui passent juste le long du Groenland. Nous n'allons pas laisser cela se produire. Nous ne pouvons pas laisser cela se produire. Général Yakovlev. Ce qu'il dit est faux. Il y a le Groenland est important aux États-Unis. Tout le monde... ok, d'accord. Ça ne nous a posé aucun problème jusqu'à présent, à commencer par les Danois. Les Américains font tout ce qu'ils veulent au Groenland. Bon, qu'est-ce qu'ils ont à revendiquer, à réclamer la souveraineté ou la suzeraineté sur le Groenland? C'est vide de sens.
Deux choses sur le monde libre. Le premier point, c'est que Donald Trump n'a pas forcément tort. Je pense que tout le monde sur ce plateau est d'accord sur un point. Aussi désagréable soit son administration, on préfère vivre dans un monde dominé par les Américains que les Chinois ou que sais-je, ou que les Russes. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'il manque de consistance sur la question du monde libre, Donald Trump. Je me souviens d'une déclaration, excusez-moi, quand Xi Jinping était à San Francisco. Une déclaration qui aurait été impensable dans la bouche d'un ancien président républicain. On pose la question du traitement des Ouïghours, cette minorité musulmane chinoise qui est persécutée en Chine. Et on lui pose la question si c'est condamnable. Et Donald Trump répond « Ah oui, mais vous savez ce que nous on a fait dans notre histoire avec les Amérindiens ? Mais vous imaginez Reagan sortir quelque chose comme ça ? Donc il y a une sorte de relativisme où parfois il est complètement prêt pour flatter un adversaire stratégique, par exemple ici la Chine, de dire finalement on a tous fait des crimes, et quand ça l'arrange, il est capable de renverser complètement la pièce et de dire non effectivement moi c'est le chef du monde libre et tout ça va pour bénéficier à les Ouïghours en l'occurrence. Oui. Là, c'est pas sa responsabilité de les sauver malheureusement. L'Europe va être la victime de cela, oui ou non. Toute la soirée évidemment est marquée par cet événement majeur. Ce qui se passe au Groenland, c'est l'aspect comptable, peut-être un jour militaire, mais l'autre aspect, c'est l'aspect guerre commerciale. En réalité, est-ce qu'il veut se faire l'Europe, comme on peut dire vulgairement, il se dit, voilà, l'Europe est faible, je vais manger ses intérêts. Alors justement, c'est important ce que vous dites. Est-ce que l'Europe va être la victime au sens on est tous là, on attend 22 heures, qu'est-ce qu'on va s'en prendre plein la gueule, ça va être terrible et tout. Il faut qu'on arrête d'avoir ce réflexe. On est là, on regarde, c'est comme l'équipe de France de rugby, vous voyez, pendant la haka. On les regarde, ok. Et puis après, on leur explique. Donc il faut que l'Europe arrête de dire on va être la victime, on va souffrir, parce qu'effectivement, après, on n'est plus, comme vous disiez très bien tout à l'heure, on n'est plus en ordre groupé, on n'est plus massé. Donc on doit être comme l'équipe de France de rugby face à la haka des All Blacks. Ok, ça va être compliqué, on ne sait pas si on va gagner. Mais ils ont pas gagné au début du match. Alors, quels sont les moyens de répliquer ? Moyens de répliquer dans l'affaire du Groenland, moyens de répliquer à l'affaire des droits de douane. Dans quelques instants, on entendra les déclarations de Donald Trump. Pour les droits de douane, il y a ce que l'on avait fait la dernière fois, c'est-à-dire jouer un peu du symbolique. Je te mets des droits de douane prohibitifs sur tes jeans et sur tes Harley Davidson. Bon. En échange de ton cognac, et on peut s'amuser à faire des choses comme ça. Comme l'ampleur est plus grande, aujourd'hui, ça supposerait une riposte plus forte. J'ai dit tout à l'heure que quand on mettait des droits de douane, c'était pas le pays qui payait, c'était le consommateur. Donc, il faut faire attention. On dit ils mettent des droits de douane de façon stupide sur les Américains. On va faire pareil, on va mettre des droits de douane stupides sur les Européens. Soyez raisonnables. Et il y a peut-être d'autres façons. On a parlé tout à l'heure des barrières non tarifaires. Les barrières non tarifaires, l'Europe en a, ça enquiquine un peu les Américains, mais si on allait plus loin dans les barrières non tarifaires, et notamment sur les droits de propriété intellectuelle, je crois que ça les enquiquinerait vraiment, l'escalade de ce côté-là. C'est possible, d'ailleurs, qu'il y avait un pays qui, dans une altercation avec les États-Unis, dans un litige, avait obtenu de l'OMC, alors l'OMC ça n'existe plus aujourd'hui, mais avait tout de même obtenu de l'OMC qu'il puisse avoir une réplique avec ou n'ouvrant les droits de propriété intellectuelle des Américains. Donc je vous dis ça parce que vous voyez qu'il y a la piste toute simple, on met des droits de douane, nous aussi, et on va sanctionner le consommateur européen. Je préfère qu'on essaye d'avoir des formules plus astucieuse. C'est très intéressant, la réaction européenne dans notre dialogue national. Qui parle aujourd'hui en France du Mercosur ? Qui était le sujet qui dominait l'actualité il y a quelques mois. On ne parle pas de l'histoire ancienne. Aujourd'hui, quasiment disparu. Il y avait un accord de libre-échange, une zone plutôt non tarifaire entre le Japon, la Corée du Sud et la Chine, qui était morte dans l'eau depuis le Covid, qui vient d'être ressuscitée. Justement parce que les pays, maintenant, commencent à ressusciter, qui est encore, madame, je vous vois chez votre tête, vous avez raison de souligner que je m'emballe un petit peu, mais effectivement, ils ont recommencé les négociations sur ce sujet-là, parmi des nations qui sont quand même des adversaires assez prononcés. Donc on voit qu'il y a quand même comme une réaction du libre-échange face à cette peur et à cet émoi que provoque cette administration. Alors, depuis les premiers tarifs que Donald Trump avait appliqués en 2018, l'Union européenne s'est équipée de nouveaux instruments.
Et on a aujourd'hui la capacité de faire mal, de mordre si l'on veut. Comment ? On a notamment un instrument anti-coercition qui avait été conçu pour réagir à l'extraterritorialité américaine, qui a été calibré pour réagir à des mesures de coercition économique chinoise et qu'on risque de devoir appliquer avec les États-Unis. Et ça nous permet d'appliquer des mesures qui sont en effet soit des mesures tarifaires, soit des mesures qui pourraient toucher aussi les services américains, puisqu'ils sont très dépendants au marché européen, restreindre l'accès au marché public, restreindre l'accès même au marché des services européens, suspendre les droits de propriété intellectuelle, toucher des entreprises en particulier, voire des individus, et là on pense évidemment, et pourquoi pas à Tesla. On a les moyens d'utiliser ces mesures de manière cumulée pour pouvoir faire très mal. Maintenant, la question, c'est en effet de savoir comment est-ce qu'on veut rentrer dans cet affrontement. Mais pardon, si on est un peu plus direct et concret, vous dites Tesla, vous prononcez le mot Tesla. Voilà. Est-ce que les Européens peuvent vraiment frapper Tesla ? Est devenu le symbole. Voilà, évidemment, d'ailleurs, on parlera de Musk. Ils l'ont déjà fait. Les consommateurs le font déjà. En Allemagne, c'est moins 76% des ventes là, au mois de février. Dans l'Union européenne, de manière générale, c'est moins 45%. Donc je dirais qu'ils ont voté avec leurs pieds et leur portefeuille. Oui. Alors on voit bien qu'il y a des services dont on ne peut pas se passer. Et ce qui toucherait le plus les intérêts américains, c'est les services numériques, c'est les services financiers. Toute la complexité de l'évaluation de la Commission européenne, là, c'est de maximiser l'impact côté américain sans toucher trop les entreprises européennes, notamment ne pas appliquer des droits de douane sur des composants dont ont besoin les entreprises européennes et plus sur des produits finis qui ne sont pas indispensables. Et est-ce que ça révèle quelque chose de plus profond ? C'est-à-dire que l'Europe en partie est devenue une colonie américaine en termes numériques, en termes de langue, l'anglais par exemple, aller à Bruxelles, la Commission européenne, théoriquement depuis le Brexit, c'est plus une langue européenne. On a fait une interview de Madame von der Leyen il y a quelques jours, elle parle anglais, ça paraît inouï, mais oui, elle parle anglais et c'est évidemment logique. Loin les jours de la lingua franca et du français qu'on parlait à la cour des tsars. Oui, vous avez raison, et d'ailleurs on se concentre énormément à juste titre sur l'administration Trump, mais beaucoup des premiers tarifs de la première administration Trump ont été maintenus par l'administration Biden, notamment sur l'aluminium et sur le fer. Oui, mais il y a eu beaucoup de promesses pendant la première campagne Biden d'abolir ces tarifs. Cela n'a pas été fait. Donc il faut faire très attention parce que à ceux qui disent en Europe on va juste attendre la fin de son mandat, que ça soit J.D. Vance après ou un autre, ça sera moins pire. Moi, je pense que pas du tout. Et la force de Donald Trump, c'est que quand il soulève un sujet profondément controversé, tout le monde est contre lui. Mais sur le long terme, c'est assez surprenant. Une majorité de la société américaine a tendance à le suivre. Sur la Chine, c'était le cas. Je suis pas du tout d'accord. Sur la Chine, c'était le cas. Et sur les tarifs, c'est le cas. Et d'ailleurs, vous parliez, madame, tout à l'heure des manifestations à venir. Moi, je suis assez convaincu d'une chose, et je pense que la majorité du pays est encore derrière lui. Et que ça plaît en Déjà, vérité. la majorité du pays n'a pas voté pour lui, donc la majorité n'est pas derrière lui. La majorité du pays n'a pas voté pour lui ? 37% des électeurs n'ont pas voté. Il a été élu par 30% de l'électorat. Mais ça s'appelle 7 états pivots, il gagne la Chambre des représentants, il gagne le Sénat, il gagne le vote populaire. Ça s'appelle la démocratie quand même. C'est la démocratie, ça fonctionne. C'est la démocratie, mais ce n'est pas une large adhésion. Moi, j'étais très une immense amusée. Adhésion, madame. Pour finir sur pas du Pardonnez-moi. tout. Pour finir sur une note un peu plus rigolote, je ne sais pas si vous avez vu le papier dans l'opinion qui est fait par Lola Overles, dont je suis fan, qui a dit mais qu'est-ce qu'il a contre l'Europe ? Il a un père allemand, une mère écossaise, sa première épouse était tchèque, sa troisième épouse, est slovène. Mar-a-Lago, c'est l'architecture espagnole. Dans Trump Tower, il y a du marbre italien. Il adore l'Europe, mais pourquoi est-ce qu'il a une dent contre l'Europe ? Je ne sais pas répondre. Mais c'est précisément comme les Romains et les Grecs, c'est-à-dire que la culture grecque était si prédominante à Rome, et les Romains disaient mais regardez ces Grecs efféminés qui avaient tout un empire et qui l'ont gaspillé, et c'est nous aujourd'hui la force. Donc il y a toujours cette espèce de mépris du successeur, parce que c'est comme ça que les Américains nous voient. On était la puissance de hier, ils sont la puissance d'aujourd'hui, et Dieu qu'ils adorent nous le rappeler. Qu'est-ce que nous sommes en train de vivre ? Dans quelques minutes, on entrera vraiment dans un aspect quasi comptable. On saura exactement, Trump va sans doute donner en pourcentage. Il dira voilà, tel pays, ça va être X% de droits de douane supplémentaires, mais plus profondément, qu'est-ce qu'on est en train de vivre d'après vous ? Une guerre commerciale était une vraie guerre. Maintenant, dans cette guerre, on a un problème, nous les Français, c'est qu'on n'a jamais très bien compris les vertus du libre-échange.
peut-être que ça va nous réveiller. Mais on est quand même le pays du général Maginot et de Jules Méline. Hein. Donc, c'est un vrai problème, parce que s'il y a libre-échange, il y a une raison au fond économique essentielle. Le libre-échange, c'est la conséquence de la vertu de la division du travail. Si je suis à Pau, je ne suis pas capable d'inventer un crayon à Pau et de faire mon crayon tout seul. Et pourtant, ça a l'air simple. Mais ça met en chaîne une chaîne de valeurs qui concerne le monde entier pour un simple crayon. Donc on a intérêt, chacun, à se spécialiser sur ce que l'on fait. Et c'est comme ça que d'un côté, il y a des cordonniers qui se spécialisent et qui savent très bien réparer des chaussures. Et il y a des pilotes de ligne, mais il y a rarement le mélange des deux. Donc, et c'est ça, à l'échelle d'un pays, c'est ça à l'échelle mondiale aujourd'hui. Donc il y a une vertu au libre-échange. On a tous à y gagner. Il faut expliquer ça. C'est un jeu gagnant-gagnant par nature. Oui. On parle de l'échange entre pays. En réalité, ce ne sont pas les pays qui échangent. Ce sont des entreprises, des individus à l'intérieur de ces pays. Les pays consolident dans leur balance de commerce, mais ça n'a au fond aucune importance. En réalité, le libre-échange par nature, toujours quand on fait un échange, c'est un jeu gagnant-gagnant. Et là, nous entrons dans un jeu perdant-perdant. Vous faisiez allusion au doux commerce tout à l'heure de Montesquieu, ce grand rêve, surtout après 89, après la chute du mur, après la fin de l'Union soviétique, on se disait ça y est, le commerce mondial sera toujours plus ouvert, liberté, libre circulation des personnes, des idées, des biens, ce sera le paradis, surtout formidable. Pour vous, le libéral. Mais ça a été formidable. Pendant 15 ans, le monde entier a décollé dans le libre-échange. On a fait reculer la pauvreté. Et puis c'est après que la politique, ou certains politiques, ont repris le dessus et on est revenu dans le règne de la force. Est-ce que cette parenthèse est en train de se fermer décidément ? Oui, il y a un problème, et je rejoins totalement le plaidoyer en faveur du libre-échange. Je suis bien évidemment libéral, mais le problème, et c'est ça qui marche tant bien pour l'administration Trump, c'est la déindustrialisation de l'intérieur du pays. Et c'est le fait que la puissance américaine, notamment la puissance militaire américaine, n'était pas forcément une puissance purement militaire, mais c'était une puissance industrielle. Les deux guerres mondiales sont gagnées par la puissance, en partie, en tout cas la contribution américaine, c'est vraiment à cause de leur puissance industrielle. Et aujourd'hui, les Américains voient leur pays se déindustrialiser. Ils voient ces classes, les classes blanches des Appalaches, c'est l'exemple qui est souvent utilisé, où il n'y a plus d'usines, tout a été exporté en Inde et en Chine, et il y a un problème de compétition. Et là où le problème du libre-échange est intéressant, c'est parce que le processus d'éducation des populations américaines, en disant oui, d'accord, il n'y a plus cette usine de fer, il n'y a plus l'usine de chaussettes dans le Michigan, mais c'est pas grave parce qu'on se spécialise dans d'autres choses, c'est là où le travail n'a pas été fait, et en toute honnêteté, et d'ailleurs, regardez l'exemple de M. Milei, c'est très difficile de le faire. Et d'ailleurs, Milei est le seul à avoir vraiment réussi avec des résultats. Il commence à avoir des résultats, ça y est, contre la pauvreté. Les usines vont revenir aux États-Unis après les... Alors, c'est très intéressant parce que pendant le premier mandat, Donald Trump fait une taxe sur les machines à laver. Et effectivement, il y a une usine de machines à laver qui a réouverte grâce à ces tarifs-là. Ce que Donald Trump n'a pas spécifié, c'est que chaque emploi créé, à peu près 1600, était équivalent à 300 000 Regardez les images qu'on commence à recevoir en direct. Ce sont les images de la grande mise en scène que Donald Trump va organiser là dans quelques instants. On est là dans la roseraie de la Maison Blanche, c'est bien ça. C'est vous le familier de la Maison Blanche davantage que voilà. Et dans quelques instants, le président des États-Unis va tenir ce discours, ce qu'il appelle le jour de la libération. On peut même monter le son. Je crois qu'il y a déjà une espèce d'essai de musique. Vous voyez d'ailleurs aussi les deux, comment on appelle ça, les deux panneaux des prompteurs qui sont prêts là de chaque côté du podium. Et il va annoncer en grande pompe. Alors je ne sais pas qui a été invité, mais visiblement des travailleurs en tout cas qui ont été invités là. Déindustrialisation. C'est le symbole c'est le triomphe de l'expérience trumpiste. C'est pour vous que je fais ça. Ouais. C'est ça l'argument. C'est pour vous que je fais ça. Et il manque le sous-titre qui est que les usines qui seraient réouvertes aux États-Unis par des investissements plus importants se feront aussi beaucoup à base de robots. Parce qu'il faut bien compenser, le coût d'une main-d'œuvre qui reste important. Restez bien avec nous dans quelques secondes, dans quelques instants. Donc on entendra en direct Donald Trump les premières annonces après ce court instant. À tout de suite.